Bonjour à tous. Merci d'être avec nous encore pour une de nos conférences du cycle de conférences de la mission Coteaux Maison et Cave de Champagne, Patrimoine mondial. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un thème qui nous concerne tous et qui concerne également les sites inscrits au patrimoine mondial, tels que le nôtre, c'est-à-dire l'eau. Alors, nous avons intitulé cette conférence L'eau dans le vignoble champenois entre changement climatique et ressources à préserver. Et nous avons choisi de demander à Anne-Louise Guillemant et Alexandra Bonomelli de pouvoir traiter ce sujet. Je les remercie toutes les deux, car grâce à elles, nous allons pouvoir partager sur deux visions, parfois complémentaires, parfois opposées, de la gestion de cette ressource si importante à l'homme. L'eau est au cœur de toutes nos préoccupations. Elle est partout dans notre vie, que ce soit dans nos paysages, grâce aux cours d'eau, aux plans d'eau, que ce soit les fleuves, que ce soit les zones humides, les marais. Et elle est indispensable à la survie de nos écosystèmes, à la survie de la biodiversité. Elles forment en fait elles font le lien euh, écologique entre différents écosystèmes. Alors l'eau, elle est importante également, pas seulement à l'homme en général, mais aussi à ses cultures. Et notamment ici, nous allons beaucoup parler de la viticulture. Donc, vous voyez, il s'agit d'un défi pour nous tous, un défi de préserver cette ressource, aussi bien en tant que citoyen, en tant qu'élu, en tant que professionnel concerné par cette ressource, en tant que simple habitant et en tant que vigneron que je représente aujourd'hui. Il nous faut innover et adapter cette la gestion de cette ressource aux effets à long terme du changement climatique. Anne-Louise Guillemin et Alexandra Bonomelli, chacune dans leur domaine, vont pouvoir nous présenter comment elles appréhendent cette ressource. Pour vous les présenter rapidement, Anne-Louise Guillemin est ingénieure agronome. Elle a été responsable du pilotage du groupe technique agriculture à l'échelle de l'Agence de l'eau de Seine-Normandie jusqu'en 2009 à Nanterre. Puis elle a rejoint la Châlons en Champagne et elle est depuis 2021 la chef du service des enjeux de politique territoriale et filière agricole. Ce service s'occupe notamment de l'ensemble des politiques en lien avec l'eau gérée à l'échelle régionale du Grand Est, dont notamment la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, l'agriculture, la gestion quantitative, mais aussi toutes les relations aux documents cadres et la connaissance des milieux. Voilà pour Anne-Louise Guillemin, que je remercie vivement d'être avec nous. Et puis, nous aurons ensuite une intervention d'Alexandra Bonomelli, qui est ingénieure en agronomie de l'ENSAIA, docteur en sciences agronomiques de l'INPL, Institut national polytechnique de Lorraine. Elle a mené notamment des recherches sur l'amélioration de la résistance de la vigne aux maladies fongiques, tout d'abord au sein de la maison Mouette et Chandon, puis au sein de l'unité de recherche vignes et vins de Champagne de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Enfin, depuis 2005, elle travaille au service vignes du Comité Champagne sur diverses thématiques en rapport avec la biodiversité et les paysages, ainsi que sur les maladies et ravageurs de la vigne. Je vais à présent leur laisser la parole et je vous retrouverai à la fin pour une courte conclusion et surtout vous préparer aux événements suivants qui attendent la mission. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux de l'eau, mais également aux enjeux d'adaptation au changement climatique, puisque en fait, tout ça, c'est fortement lié. S'adapter au changement climatique, c'est vraiment un enjeu pour la ressource en eau et pour l'ensemble des usagers de cette ressource.
En fait, l'Agence de l'eau Seine-Normandie a voté avec son comité de bassin en 2016 une stratégie d'adaptation au changement climatique. Et là, en 2023, on est en cours d'enrichissement de cette stratégie. Et là, à l'automne, elle devrait être votée. Ce qui nous concerne, nous, dans notre territoire ici, champenois, on a vraiment trois grands axes d'intervention et trois grands axes de vigilance sur cette adaptation au changement climatique. Premièrement, ça va être réussir à subir, à diminuer l'impact des variations climatiques dans nos territoires. Ensuite, c'est avoir des systèmes, notamment des systèmes agricoles ou viticoles, plus résilients vis-à-vis de la sécheresse. Et enfin, on ne peut pas séparer les aspects quantitatifs des aspects qualitatifs, puisqu'il faudra aussi continuer à agir sur les enjeux de qualité de l'eau et notamment diminuer l'impact des polluants dans les milieux qui seront eux-mêmes fragilisés. Bon, je reviendrai de tout ça un peu plus tard. Premièrement, quand on parle de réduire l'impact des variations climatiques, qu'est-ce que c'est? Quand on parle changement climatique, une des choses les plus sûres, on va dire, dans les conséquences, ce sont des phénomènes notamment orageux plus fréquents, plus violents, plus forts. Et donc, pour ça, il y a vraiment besoin de favoriser l'infiltration et d'éviter au maximum l'érosion et le ruissellement. Alors, plusieurs niveaux de pluie pour les plus courantes en priorité. C'est ce que l'on appelle l'hydraulique douce. C'est notamment tout ce qui est enherbement, paillage. Vous voyez quelques exemples dans cette présentation. Et c'est également une réflexion à l'échelle du bassin versant complet avec des outils de gestion hydraulique que peuvent être par exemple des haies hydrauliques ou des fascines ou d'autres outils. On est vraiment sur la gestion de la pluie courante. L'objectif, c'est que l'eau qui tombe sur le sol puisse au maximum pénétrer dans ce sol et puis au besoin être ralenti par ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Malheureusement, pour les pluies plus fortes, et notamment pour certains événements orageux, ces solutions ne suffiront pas. Elles seront par contre indispensables, à la fois pour en fait garder la matière sur le sol, pour éviter l'entraînement à la fois des particules de terre, mais aussi quand ces particules de terre partent, malheureusement, un certain nombre de produits partent avec. Donc, il y a vraiment ce besoin de maintenir le sol là où il est. Donc, ça, ce qui veut bien dire que l'hydraulique douce ou ces mesures d'enherbement restent vraiment nécessaires et une porte d'entrée avant d'aller plus loin. Mais voilà, sur les plus fortes, il faut quand même aller plus loin et c'est pour ça qu'il peut y avoir besoin d'ouvrages plus structurants, plus gros. Là, vous avez l'exemple d'un bassin expérimental qui a été mené à Nogent-la-Besse avec donc différents niveaux à l'intérieur de ces bassins pour gérer les différents enjeux. D'abord, décanter, c'est-à-dire que les matières en suspension puissent s'abaisser sur le sol. Ensuite, des phytoremédiations et phytodégradations, c'est-à-dire que les plantes, avec l'aide du soleil également, vont permettre de dégrader un certain nombre de molécules. Et enfin, une infiltration de cette eau de pluie. L'objectif, là, c'est bien de gérer le surplus, l'événement fort lié à des orages. Vous pouvez voir sur la petite photo de droite que tout ça n'empêche pas une végétalisation. Une grande partie des ouvrages sont végétalisés pour favoriser l'infiltration et la bonne dégradation des molécules. Ça, c'est un exemple de gestion au bassin versant avec cette complémentarité entre une gestion à la parcelle, au bassin versant et les ouvrages derrière qui peuvent être collectés. Alors, l'ouvrage précédent que je vous ai présenté était un ouvrage en béton, on va dire, mais ça peut être également des noues, des choses qui sont plus petites en fonction des territoires, et c'est pour ça qu'il y a souvent des études préalables pour mener à bien ces enjeux. On parle d'infiltrer l'eau, c'est important en milieu urbain, en milieu agricole ou viticole, mais c'est aussi important dans l'ensemble des milieux, et notamment les milieux urbains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser la végétalisation des toitures, déconnecter les eaux de toiture ou les réutiliser, désimperméabiliser les parkings et les eaux de surface. Ça, c'est vrai pour les communes du vignoble champenois. C'est vrai également pour l'ensemble des acteurs de la filière, un pressoir, une cave, peu importe. En fait, ce sont des actions qui peuvent être menées pour l'ensemble, avec vraiment cet enjeu que l'eau, quand elle tombe, elle doit être au maximum infiltrée sur place. Ça permettra notamment de recharger les nappes phréatiques, mais également d'éviter d'avoir de l'érosion et du ruissellement qui se cumulent.
Ça, c'était plutôt pour les aspects trop d'eau ou trop d'eau en peu de temps. Donc vraiment, l'idée, on ralentit cette eau-là, on la permet d'une infiltration, ce qui permettra de recharger nos nappes qui sont chez nous nos principaux réservoirs. Sur le bassin Seine-Normandie, notre eau est majoritairement stockée en eau souterraine avec des territoires où l'eau s'infiltre. Donc c'est vraiment notre priorité absolue pour avoir ce maintien de cette quantité d'eau. Mais c'est aussi avoir des systèmes qui sont le plus résilients possible vis-à-vis de la sécheresse, puisque nous aurons également des épisodes de sécheresse plus importants, plus fréquents, parfois plus longs, dans le cadre du changement climatique. Donc, c'est vraiment aussi favoriser la résilience des systèmes. Alors, en viticulture, c'est parfois plus compliqué puisque on est sur une monoculture, mais c'est là où l'intérêt d'avoir l'introduction d'autres éléments, comme par exemple la haie, qui, au-delà de son aspect hydraulique, qu'on a évoqué juste avant, il y a aussi les aspects lutte contre le vent, en fait, et le vent est un élément très séchant des sols, donc on a vraiment une protection des sols par les haies. On peut aussi, c'est des choses qui commencent à se développer, favoriser les ombrages et les microclimats via la phytoforesterie, l'agroforesterie en vigne. Et là encore, ce sont des choses qui démarrent aujourd'hui. On est bien sur des actions à long terme, puisque le temps que tout ça se mette en place, tout le temps que le développement, notamment de ces arbres, fasse leur effet, eh bien, c'est pas à court terme. Néanmoins, plus on commencera tôt, plus on aura de chances d'être adapté à ce qui nous arrive au futur. Et enfin, là encore, on est encore plus sur du long terme, surtout en cadre d'une appellation d'origine contrôlée. Eh bien, il y a le travail sur la vigne elle-même, sur les variétés, les porte-greffes, la diversité génétique. Comment tout ça, on arrive à adapter au mieux les méthodes culturelles, on va dire au sens large. Je parle des vignes, mais là encore, il n'y a pas que la vigne à chaque fois, hein. Il y a bien toute la filière qui est impliquée dans cette résilience. On a un certain nombre d'activités industrielles, on va dire, qui sont impliquées. Et il y a des économies d'eau, des notions, une recherche de sobriété en eau qui peuvent également se mener sur ces activités-là, que ce soit au niveau des pressoirs, des équipements ou peut-être même des caves, des lavements, dans toutes les opérations notamment de nettoyage ou de process. Il pourrait y avoir des diagnostics menés, des diagnostics dits d'économie d'eau pour rechercher vraiment cette sobriété en eau des installations pour deux choses. Premièrement, éviter d'avoir des ruptures d'approvisionnement en eau potable. Ça peut arriver, on a quelques cas où c'est arrivé. Et puis vraiment cette notion de gérer au mieux la ressource en eau de façon collégiale. Et donc tous les acteurs sont impliqués dans cette gestion-là. On a aujourd'hui un certain nombre d'activités économiques qui sont vraiment lancées dans cette recherche de la sobriété en eau. On est dans le cadre de la filière viticole sur un certain nombre de petits acteurs ou de très gros. Il y a vraiment de toutes les tailles, mais chacun a des réflexions qui peuvent être menées sur notamment des cycles de nettoyage, hein. Bien sûr que dans les process, la qualité de l'eau est indispensable. J'ai beaucoup parlé de qualité de l'eau jusque-là. Mais en fait, la qualité de l'eau ne peut pas être la quantité de l'eau, pardon, ne peut pas être séparée de la qualité de l'eau. Et c'est un point très important. C'est-à-dire que on voit bien qu'avec le temps actuel, les saisons 2022 et 2023, la sécheresse qui nous appelle, on s'interroge beaucoup plus sur les questions de quantité d'eau. Mais en fait, on ne peut pas séparer les deux. Déjà, parce que nous sommes sur des milieux, et en particulier les eaux de surface, mais pas que, nous sommes sur des milieux qui ont déjà et qui auront encore plus des capacités de dilution réduites. C'est-à-dire qu'avec une même quantité de produits qui vont se retrouver dans les milieux, eh ben, le milieu souffrira plus de cette quantité puisque n'auront pas la capacité de diluer ces produits qui arrivent. On estime entre moins 10 et moins 30% sur le bassin Seine-Normandie, les débits notamment en étiage. Et on est dans une grosse zone d'incertitude en termes de changement climatique, le nord de la France. Néanmoins, il est vraisemblable que même les recharges des nappes restent plus faibles à l'échelle du bassin Seine-Normandie. Donc, il y a un vrai enjeu sur cette notion de dilution. Ensuite, on aura d'autant plus besoin
d'avoir une faible quantité de polluants qui arrivent dans nos milieux, que nos milieux, par le contexte climatique, va déjà lui-même avoir des difficultés propres, en dehors de tout apport de polluants, et avoir une baisse de la capacité d'auto-ajustement, d'auto-épuration de ces milieux. Ce sont notamment nos cours d'eau et nos zones humides qui sont aujourd'hui vraiment des filtres. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais nos sols, nos cours d'eau, nos zones humides sont des filtres en termes de qualité d'eau. Or, ils seront soumis à des sécheresses plus récurrentes. On a aujourd'hui une multiplicité des molécules qui se retrouvent dans ces milieux qui peuvent faire ce qu'on appelle des effets cocktails qui posent problème parce qu'on les connaît mal. Ils ont en plus, il y a un certain nombre, alors là, on est vraiment en dehors de tout impact de la vigne, hein, on est vraiment sur des milieux qui, en plus, subissent ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Bref, des milieux qui ont une capacité d'auto-épuration et d'auto-ajustement qui seront déjà fragilisés. Donc, il est d'autant plus important de réduire dès la source les polluants, que ce soit les produits phytosanitaires, mais également les polluants organiques, les micropolluants d'origine humaine diverses et variées, hein. Là, on est bien sur l'ensemble des polluants. Il sera nécessaire de réduire à la source ces polluants-là pour que les milieux puissent les supporter derrière et qu'on n'ait pas une dégradation de nos milieux, notamment les milieux aquatiques et humides. Mais je rassure, tout ça, il y a des choses qui se font. Heureusement, hein, bien évidemment, même si ça peut paraître un peu alarmiste comme constat, les acteurs au sens large ne restent pas les bras cassés. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, des choses qui sont notamment accompagnées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, alors via du conseil technique, de l'achat de matériel de substitution des produits phytosanitaires, par exemple, ou de gestion de l'herbe. Via la lutte contre l'érosion, parce que quand on maintient le sol sur les parcelles, eh bien, on n'a pas ce départ à la fois de la terre qui en lui-même, la terre, hein, les matières en suspension sont en lui-même un problème pour les milieux qui reçoivent, mais aussi de toutes les molécules qu'elles peuvent emporter à ce moment-là. Il y a des actions largement en cours sur l'animation, sur de l'accompagnement technique avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit des coopératives, des maisons de champagne, le lycée Avis Viticampus, la Chambre d'agriculture, le CIVC, bien évidemment. Voilà, on a toute une mobilisation des acteurs autour de cet accompagnement technique, notamment, mais pas uniquement. Il y a un projet qui est en cours de structuration de la filière champagne biologique avec grand nombre d'acteurs, notamment Bio Grand Est, mais d'autres acteurs également, dans l'objectif de ne pas oublier l'aspect économique également de tous ces enjeux-là, puisque pour qu'on ait une stabilité et une pérennisation de ces enjeux, il faut bien évidemment ne pas négliger les aspects économiques. Là encore, dans les actions en cours, l'achat de matériel, notamment l'aspect tondeuse, travail du sol, est très fortement mobilisé. Les viticulteurs s'équipent, alors soit en direct, soit via de la prestation, mais les viticulteurs s'équipent pour agir là-dessus. Et également, l'agence accompagne un certain nombre d'expérimentations sur notamment le paillage du sol, sur de nouveaux outils, puisque heureusement, on n'est pas fermé et de nouvelles techniques, de nouvelles zones seront clairement à parcourir et à identifier. Sur la filière derrière, donc j'ai plutôt parlé à nouveau des impacts, notamment des produits phytosanitaires sur les milieux. Les apports, les dégradations organiques peuvent également exister. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de travailler sur la pression, donc les apports qui sont au milieu, notamment en période de vendange, ce qui est quand même une période de très forte activité avec un risque assez important de pollution organique, avec deux grands enjeux. Premièrement, le traitement des effluents. La profession viticole s'est vraiment impliquée dans le traitement de ces effluents, puisque depuis 20 ans environ, il y a plus de 45 millions d'euros d'investissements qui ont été réalisés en partenariat avec l'Agence de l'eau et le CIVC pour vraiment gérer les effluents, notamment des pressoirs, avec un bon équipement. Reste des points de vigilance à mener sur tout ce qui est nettoyage des pressoirs, des camions, des caisses, avec
parfois encore des stations d'épuration qui, juste pendant la période de vendange, se trouvent saturées, ou des rejets vers des réseaux d'eau pluviale qui ensuite ne sont pas traités et vont se retrouver directement dans les milieux, notamment parce qu'il peut y avoir, là on n'est pas tant sur de l'équipement, mais vraiment sur des bonnes pratiques, pas de nettoyage dans la rue, dans le caniveau, ce genre de choses. Voilà. C'est vraiment quelque chose que collectivement, il y a des vigilances et il y a des rappels réguliers, mais c'est parce que c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un vrai impact à la période des vendanges sur les milieux qui sont potentiels. On voit que certains cours d'eau s'améliorent dans ce cadre-là, mais il reste encore un peu de marche à faire. Je vous ai beaucoup parlé de changement climatique, mais en fait, c'est pas. On dit qu'il y a un autre chantier énorme qui nous attend tous collectivement, c'est la dégradation de la biodiversité. Et en fait, tout ce que je vous ai présenté précédemment s'intègre également dans les actions de préservation de la biodiversité. Parce que quand on parle haies, quand on parle réduction des produits phytosanitaires, quand on parle des imperméabilisations, ça concourt également à rétablir les continuités écologiques. Alors, ce que l'on appelle régulièrement la trame verte et bleue. La trame brune, qui est sans doute un terme qui est moins connu, c'est la biodiversité du sol et qui est sans doute un enjeu qui est en devenir et dont la connaissance est à améliorer encore. Mais tout ce dont on a parlé précédemment concourt complètement à ces deux trames. C'est bien sûr les pollutions qui peuvent avoir un impact sur la biodiversité. Là, on est encore en plein dedans. Et puis, bien sûr, la biodiversité, elle est aussi dans les milieux aquatiques et humides. Donc, toutes les actions qui vont permettre de préserver les milieux aquatiques et humides seront aussi bénéfiques pour les enjeux de biodiversité. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous entendez par végétalisation des toitures parce qu'en fait, on voit bien que c'est à la fois sur les habitations, mais qu'éventuellement, ça peut être étendu à l'ensemble des bâtiments d'exploitation du vignoble. Qu'est-ce que vous entendez par là, en sachant qu'en parallèle de ça, et peut-être qu'Alexandra pourra confirmer ou infirmer ce que je dis, mais on réfléchit nous aussi à une stratégie de photovoltaïque vis-à-vis des toitures des bâtiments d'exploitation. Voilà. Alors oui, effectivement, végétalisation, on est bien sur l'ensemble des toitures, que ce soit bâtiments d'exploitation, bâtiments d'habitation, peu importe. Alors oui, il y a des exemples, on en a quelques-uns. En fait, il y a des enjeux de portance de la toiture, puisqu'il faut pour que la végétalisation soit efficace et qu'elle soit moins que la végétation reste vivante, on va dire, il faut une certaine profondeur de substrat. Ce n'est pas opposé au photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on peut avoir, et ça existe, du double enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des toitures qui soient à la fois en photovoltaïque et avec une végétalisation en dessous. D'accord. Voilà, ça dépend clairement du type de toiture, de la pente, des choses comme ça, mais il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui. Après, nous, on finance les végétalisations de toiture, on ne finance pas les végétalisations de façade. Néanmoins, c'est quelque chose qui se font et qui peuvent être financés, par exemple, via le fonds vert, qui, lui, le permet. Merci beaucoup, Alexandra, d'être avec nous. Et puis donc d'apporter par rapport à cette introduction globale sur le bassin versant Seine-Normandie et plus particulièrement sur la partie viticole de ce que gère l'agence de l'eau de Seine-Normandie, nous avoir la vision de la filière véritablement sur cette question de l'eau et comment vous, Alexandra, et toute l'équipe du Comité Champagne, vous gérez cette question de l'eau avec l'ensemble des acteurs de la filière Champagne. Donc, merci beaucoup, Alexandra, d'être là. Bonjour, effectivement, je vais vous parler de l'eau dans le vignoble champenois. Alors, en raison du temps qui est imparti pour cette conférence, je vais aborder uniquement l'aspect vignoble, pas du tout l'aspect œnologique comme il a pu être abordé dans la conférence de l'Agence de l'eau sur tout ce qui était vendange et centre de pressurage et de vinification. Donc, nous voilà, on va se concentrer sur la partie vignoble et on va aborder les aspects qualitatifs et quantitatifs et montrer comment la Champagne adapte ses pratiques pour répondre aux diverses problématiques tout en diminuant les impacts environnementaux de la filière.
Alors, en introduction, justement, je vais vous présenter le terroir champenois, donc avec une petite carte où vous voyez où est situé le vignoble. Donc, effectivement, une position géographique septentrionale avec des sols calcaires, mais néanmoins une grande diversité de sols tout de même. Un vignoble de coteaux avec une pente moyenne à 12%, mais qui reflète quand même une grande disparité puisqu'il y a des pentes à plus de 40-50% dans certaines communes viticoles, ce qui complique tous les travaux liés à l'exploitation des parcelles. Et puis, alors, au niveau climatique, et on reviendra dessus parce que ce n'est plus vraiment le cas, mais à l'origine, le vignoble champenois était défini comme étant sous influence continentale avec aussi une influence océanique avec des précipitations régulières, mais ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Voilà, c'était une des caractéristiques du vignoble champenois, mais on le verra par la suite. J'ai quelques données météo à vous présenter. Ces précipitations régulières ne sont plus trop d'actualité. Quelques chiffres clés. Donc, le vignoble s'étend sur 34 000 hectares et c'est un vignoble très morcelé puisqu'on a 280 000 parcelles, ce qui fait que la taille moyenne d'une parcelle est de 12 arts, ce qui fait une multitude de petites parcelles, ce qui peut compliquer aussi l'exploitation des parcelles. Le vignoble est réparti sur 319 communes et 5 départements. Il y a un peu plus de 16 000 exploitants, 130 coopératives et 370 maisons. Alors, au niveau de la filière champagne, en fait, au début des années 2000, nous avons réalisé une analyse environnementale de la filière qui a permis de mettre en place 3 plans d'action, un plan carbone, un plan biodiversité et un plan eau. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler des actions qui ont été mises en place dans le cadre du plan eau. Et enfin, avant de rentrer plus spécifiquement dans l'eau et ses aspects qualitatifs et quantitatifs, juste pour dire qu'en Champagne, on a toujours privilégié les démarches collectives. On essaye d'entraîner chacun des exploitants et des maisons dans l'amélioration de leurs pratiques. Et il y a cette petite phrase qu'on aime bien, c'est que les progrès de tous ont plus d'effet que les prouesses de quelques-uns. Voilà, donc on essaye vraiment d'entraîner tous les exploitants dans une amélioration de leurs pratiques. Alors, première partie de mon intervention, je vais parler de l'eau et des aspects qualitatifs, et plus particulièrement, parce qu'il fallait faire des choix pour ne pas être trop longue, des eaux souterraines et des eaux qui sont en fait en Champagne, la majorité des eaux qui sont utilisées pour l'alimentation en eau potable de la population. Donc, il faut savoir que ces eaux sont très surveillées. Il y a de nombreux paramètres qui sont suivis. Donc, ce sont les ARS, Agences régionales de santé, qui font les suivis au niveau de l'eau potable. Donc, tout un tas de critères qui sont suivis au niveau organoleptique, physico-chimique, microbiologique, et puis la présence de substances indésirables. Nous allons faire un focus plus particulier sur les pesticides, puisque l'activité viticole peut impacter la qualité des eaux souterraines par rapport aux pesticides. Alors, au niveau des molécules qui sont recherchées pour les ARS, déjà pour faire un petit historique, dans les années 90, il y avait une douzaine de molécules qui étaient recherchées. Et actuellement, on en est à près de 600 molécules et métabolites. Donc, les métabolites qui sont les produits de dégradation des molécules. Donc, ces produits de dégradation vont dépendre des caractéristiques de la molécule mère en elle-même et puis des conditions physico-chimiques rencontrées par ces molécules et notamment au niveau des sols. Donc, une grande diversité de molécules et métabolites recherchées. Ensuite, au niveau de l'eau potable, il faut savoir qu'il y a différents seuils, différentes valeurs à retenir. Donc déjà, le seuil réglementaire qui concerne la potabilité de l'eau, c'est ce que vous voyez tout à gauche. En fait, il est de 0,1 microgramme par litre par molécule recherchée. Mais ce seuil, en fait, c'est un seuil réglementaire qui n'est pas du tout un seuil de risque pour la santé humaine. Les valeurs qui sont liées à un aspect sanitaire, ce sont des valeurs qui sont définies par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et ce sont ces valeurs sanitaires qui sont définies et qui tiennent compte de la consommation d'eau tous les jours, tout au long de la vie. Et ces valeurs sanitaires sont elles-mêmes définies par rapport à la valeur toxicologique de référence, qui, elle, est la vraie toxicité, on va dire, de la molécule. Et il y a toujours un facteur d'au moins 10
entre la valeur toxicologique de référence et la valeur sanitaire, et encore un autre facteur entre la valeur sanitaire et le seuil réglementaire. Voilà, donc on est très sécuritaire par rapport à tout ça. Par rapport à ce qui était recherché dans les années 90 et ce qui était retrouvé, donc ce sont principalement des herbicides qui sont retrouvés. Donc je vous ai mis les noms de ces molécules sur le graphique. Donc, suite à ce constat qui a été fait dans les années 90 du fait qu'on retrouvait des herbicides dans les eaux souterraines et dans les eaux de captage, tout un tas d'actions ont été mises en place dès la fin des années 90. Des actions basées à la fois sur du volontariat, comme par exemple un plan d'action diurontriazine à la fin des années 90, le fameux plan eau dont je vous parlais en introduction qui a été mis en place en 2005, et puis deux objectifs politiques forts de la filière qui sont tendre vers le zéro herbicide à l'horizon 2025 et la volonté de certifier l'ensemble de la Champagne avec des certifications environnementales à l'horizon 2030. Donc, je vous présenterai juste après quelques indicateurs pour vous montrer où on en est par rapport à ces objectifs. Il faut savoir aussi que donc, une AOC, c'est géré par un cahier des charges et qu'il y a de nombreuses règles du cahier des charges qui sont des règles environnementales, comme par exemple l'interdiction d'utiliser des herbicides de prélevés dans l'interrang, ou encore l'interdiction de désherber les pourtours des parcelles et les chemins. Et d'autres mesures sont également rendues obligatoires par un arrêté préfectoral qui date de 2005. Donc, je ne vais pas tout vous énumérer parce que ça ferait un peu long, mais voilà donc les différentes règles qui s'appliquent pour tous, à la fois par le cahier des charges et par cet arrêté préfectoral. Et puis, bien sûr, au niveau aussi du conseil technique, qui là, c'est un conseil qui est d'application volontaire. Il y a bien sûr aussi tout un tas de conseils qui sont faits par les techniciens en rapport avec le désherbage qu'on ne conseille pas du tout à certaines périodes de l'année, voilà, etc. Alors, par rapport à toutes ces actions qui ont été mises en place, où on en est maintenant dans les années 2020 par rapport à la qualité des eaux souterraines. Donc, on retrouve des traces des anciens herbicides qui étaient utilisés dans les années 90, donc qui sont la trace des pratiques anciennes. Il faut savoir que ces molécules et leurs métabolites sont interdits et plus utilisés depuis de nombreuses années, mais qu'on continue à les retrouver à l'état de traces en attendant que les milieux s'épurent. Et puis, on retrouve également quelques herbicides, mais d'origine agricole. Donc, voilà, on ne retrouve plus actuellement de molécules encore utilisées actuellement et qu'on retrouve dans les eaux de captage. Et pour vous montrer au niveau des indicateurs, en fait, les pratiques se sont vraiment beaucoup améliorées depuis les années 90. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'objectif d'avoir 100% du vignoble certifié à l'horizon 2030. Actuellement, si on cumule les surfaces qui sont certifiées viticulture durable en Champagne, agriculture biologique, HVE et autres certifications environnementales, on est à 70% du vignoble qui est sous certification environnementale. Si on regarde l'évolution de l'IFT herbicide, donc IFT qui signifie indice de fréquence de traitement, qui est un indicateur de suivi de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, on voit que par rapport à notre objectif de tendre vers zéro herbicide en 2025, donc là, les chiffres, on n'a bien sûr pas encore les données 2023, mais en 2022, on était à moins 80% de l'utilisation des herbicides. Donc, l'IFT était de 0,33, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un traitement. 0,33, ça veut dire qu'il y a à peu près un tiers de parcelles si c'était appliqué en plein, ou un tiers de la surface des parcelles qui sont concernées par des herbicides. Donc tout ça, ça a été obtenu grâce à une grande diversification des pratiques d'entretien des sols. Donc l'utilisation des herbicides s'est substituée par un mix de plusieurs autres pratiques qui sont le paillage des sols, l'enherbement, alors je devrais dire les enherbements permanents ou temporaires, semés ou spontanés, et puis le travail du sol qui dans notre cas est juste un griffage superficiel pour éliminer l'herbe. Autre indicateur qu'on suit, on fait faire régulièrement des photos, de la photo-interprétation d'images satellites du vignoble pour suivre la couverture du sol. Et on voit, donc nos premiers suivis datent de 2003, on voit qu'on a doublé le taux de couverture du sol, on est passé à 40%. Alors la dernière campagne d'acquisition d'images, c'était en 2021. Et si on regarde ça sous forme de carte pour le même secteur, donc vous avez 2003 sur la gauche et 2021 sur la droite,
Et plus les parcelles apparaissent en vert et plus elles sont enherbées. Donc, on voit que ça se traduit dans les faits par un vignoble qui est beaucoup plus vert qu'avant. Voilà, donc pour conclure sur cette première partie sur les aspects qualitatifs de l'eau dans le vignoble, donc on voit qu'on a une qualité des eaux qui est effectivement toujours impactée, mais principalement par des herbicides d'origine agricole actuellement. Vous l'avez vu à travers les indicateurs que je vous ai présentés, qu'on a une baisse très forte de l'utilisation des herbicides, moins 80%. Un enherbement qui progresse de manière significative puisqu'il a doublé, et des pratiques qui évoluent et se diversifient. Mais bien sûr, la profession continue les efforts et la sensibilisation des exploitants et maisons. Donc ça, c'était pour la première partie, ce que je voulais vous partager sur l'aspect qualitatif. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième partie sur les aspects quantitatifs. Alors effectivement, on a au niveau du vignoble des événements climatiques qui sont de plus en plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on peut alterner entre des gros cumuls d'eau en peu de temps suite à un orage et des sécheresses de plus en plus marquées. Alors en introduction, je vous disais qu'une des caractéristiques du terroir champenois, c'est d'être à la fois sous une influence continentale et océanique, avec des pluies régulières. Mais en fait, ça, c'était valable il y a quelques décennies en arrière, mais ce côté océanique et précipitations régulières n'est plus vraiment d'actualité actuellement. Et on le voit par des précipitations qui sont assez variables d'une année sur l'autre et d'un mois à l'autre. Quelque temps en arrière, on avait des précipitations assez régulières tous les mois de l'année et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donc là, on voit 2 années assez différentes. Donc en fait, comment on recueille ces données? En fait, le CIVC a un peu plus de 40 stations météo réparties dans tout le vignoble champenois, donc qui nous permettent de recueillir en continu des données météo toute l'année. Donc là, on voit 2021, une année très pluvieuse où on a eu des gros soucis de maladies fongiques, j'y viendrai après. Et puis l'année 2022, qui a été du coup beaucoup plus simple à gérer au niveau maladie, mais avec un temps sec et qui peut impacter la vigne. Donc, quelles sont les maladies qu'on peut rencontrer en cas d'excès de pluie? Alors, il y a principalement 2 maladies qui vont être vraiment pilotées par les quantités d'eau qui tombent. Le mildiou, qui lui va être très présent, surtout si la pluviométrie est importante. Alors, nous, on parle de stade phénologique en viticulture, si la pluviométrie est importante entre le stade débourrement et grain de pois, donc en gros entre avril et juillet. Après, à partir d'à peu près la période actuelle, là, mi-juillet, on est à peu près tranquille, les grappes ne sont plus trop sensibles. Mais voilà, vraiment, cette période d'avril à juillet est importante. Et puis, les pourritures grises et pourritures acides qui se manifestent au moment des vendanges, là, elles vont se développer s'il y a une pluviométrie importante juste avant ou pendant les vendanges, donc août-septembre. Donc, par rapport à ces maladies qui sont provoquées par des excès d'eau, comment on les gère? Mais déjà, oui, je vous remets quelques chiffres. Par exemple, je viens de vous dire que l'année 2021 avait été assez catastrophique au niveau mildiou. Donc, à l'échelle de la Champagne, on a eu 30% de perte de rendement, ce qui est énorme, sachant que certaines exploitations ont perdu 100% de leur récolte. Et quand vous voyez des grappes comme celle sur la photo, en fait, il y a des exploitations qui n'ont même pas fait les vendanges parce que ça ne vaut pas le coup de payer des vendangeurs pour aller récolter des grappes dans cet état-là. Et puis, pour le botrytis, c'est des pertes indirectes liées au tri qui est fait à la vendange. La dernière grande année où on a eu des soucis de pourriture, c'était 2017, où on a perdu à l'échelle de la Champagne 20% liés au tri drastique qui a dû être fait au moment des vendanges. Donc, comment on essaye de gérer ces maladies? Bien sûr, on ne peut pas jouer sur la pluviométrie. S'il pleut fortement certaines périodes de l'année, on est obligé de faire avec. Par contre, on a, donc je ne vais pas tout vous développer, mais je vous ai cité deux outils que l'on développe au comité Champagne pour aider les exploitations. C'est tout d'abord le développement et l'utilisation d'OAD, outils d'aide à la décision, qui vont aider les exploitants à traiter au bon moment, ni trop ni trop peu, pour pouvoir se préserver de ces maladies-là. Donc, notamment, nous avons un portail météo assez performant qui permet aux vignerons de voir un petit peu la pluviométrie qui est tombée sur leur exploitation ou les prévisions d'orage, par exemple. Et puis, on a tout ce qui concerne les conseils qui sont relayés chaque semaine dans ce qu'on appelle les avertissements viticoles.
où l'on compile tout un tas de données de modélisation et d'épidémiologie pour, pareil, aider les exploitants à prendre en charge les diverses maladies fongiques. Et puis, il y a tout ce qui est innovation en matière de matériel végétal avec création de variétés tolérantes aux maladies. Alors là, on n'est pas dans le futur, on y est déjà, puisque donc, suite à un programme qui s'appelait RESDUR pour résistance durable, avec 2 programmes successifs, 1 et 2, en partenariat avec l'INRA et l'IFV, une dizaine de variétés de vignes résistantes à Mildiouidium ont été d'ores et déjà inscrites au catalogue officiel des variétés de vignes. Et le Voltis, est intégré au cahier des charges de l'AOC, c'est-à-dire que depuis cette année, on peut planter du Voltis en AOC Champagne. Et là, vous voyez en photo cette année 2021 qui était très compliquée au niveau mildiou, le Voltis sur la gauche qui n'a subi aucun traitement et où il n'y avait aucun symptôme sur feuilles et grappes, et le témoin chardonnay à droite, où on voit qu'il n'y a presque plus de feuilles et quelques grappes, plus en très bon état. Ce qui peut paraître vert derrière, ce n'est pas de la vigne, c'est une haie qui est à côté de la parcelle. Donc voilà, ça c'est déjà d'actualité et les programmes de recherche continuent pour toujours créer de nouvelles variétés. Ensuite, autre problématique qui peut être liée à l'eau dans le vignoble, c'est quand l'eau tombe en abondance pendant un temps très court. Alors, je vous ai remis quelques exemples de ces 15 dernières années de gros orages qu'on a eu à subir en Champagne, où là, on était sur des quantités en gros, 50 à 60 mm alors vous voyez, dans certains cas en 15 minutes, dans certains cas en 1 heure. Voilà, donc les années, donc là, je vous ai mis les plus significatifs, mais des orages, il y en a tous les ans. Voilà, les plus significatifs en 2006, 2009, 2016, 2021, le dernier gros orage avec une grosse cellule orageuse qui avait traversé l'Aisne et la Marne en faisant des gros dégâts à la fois en ville. Il y avait des grosses inondations à Reims, pour ceux qui s'en souviennent. On pourrait penser qu'il y aurait une tendance à l'intensification de ces événements orageux avec le changement climatique. Ces gros cumuls d'eau peuvent entraîner érosion et ravinage dans les parcelles de vignes, et puis inondation et coulée de boue en contrebas de ces vignobles de coteaux. Et puis, autre problématique, c'est que les orages peuvent être accompagnés de grêles qui, chaque année, détruisent à 100% quelques hectares en Champagne. Autre problème avec des quantités d'eau importantes qui, associées à un vignoble de coteaux et à des couches argileuses, peuvent entraîner aussi des glissements de terrain. Donc ça, il y a des zones en Champagne qui sont sujettes au glissement de terrain. Donc là, vous en voyez un sur cette photo et un autre ici. Voilà, donc tout un tas d'aléas liés à l'eau que l'on peut observer. Alors, comment on essaye de gérer ces flux d'eau? Donc, en aménageant les coteaux, que ce soit tout un réseau de fossés qui permettent de recueillir les eaux, des chemins qui, alors, soit permettent d'envoyer les eaux vers des bassins de rétention, soit qui permettent d'infiltrer l'eau sur place, des bassins situés sur les coteaux viticoles et qui permettent de recueillir ces eaux, mais aussi tout ce qu'on appelle l'hydraulique douce. Donc, c'est un cumul de ces aménagements des coteaux plus des aménagements d'hydraulique douce. Donc, des haies qui sont alors soit conservées parce qu'elles étaient existantes, soit replantées. Ces quelques dernières années, on a plus de 60 km de haies qui ont été replantées dans le vignoble. Alors, elles ont un impact positif au niveau paysager, au niveau biodiversité et au niveau lutte contre le ruissellement et l'érosion quand elles sont plantées perpendiculairement à la pente. Il y a aussi tout ce qui va être enherbement des pourtours des parcelles, qui maintenant est généralisé et concerne 100% des parcelles. Et puis, le développement de l'enherbement, dont je vous parlais en première partie de cet exposé, donc que ce soit enherbement permanent, temporaire, semé ou spontané. Et à l'inverse de ces gros cumuls d'eau qui peuvent être problématiques au vignoble, on a aussi les périodes de sécheresse qui peuvent survenir. C'est vrai qu'on voit ces dernières années, non pas des précipitations qui sont réparties tout au long de l'année, mais plutôt pendant l'hiver, alors avec des mois de décembre à février qui peuvent être plutôt humides. Ensuite, des mars-avril, mai plutôt secs, et ensuite on passe sous forme d'orage entre juin et août. Donc c'est plutôt ce qu'on a observé ces dernières années. Et donc, suite à tout ça, on a vu une modification de l'indice de sécheresse qui est le bilan entre précipitation et évapotranspiration de la vigne. Et cette sécheresse est aggravée par la progression de l'enherbement des parcelles, puisque en fait, la ressource en eau est à partager entre la vigne et l'autre culture qui est éventuellement en place dans la parcelle.
Donc, l'augmentation de la sécheresse pendant la campagne couplée au changement de pratique d'entretien des sols et au fait qu'on est sur des sols parfois peu profonds en Champagne, donc une réserve utile en eau parfois peu importante, entraîne une limitation des ressources et des problèmes qu'on peut observer sur la vigne au niveau rendement. Alors, l'enherbement est intéressant pour lutter contre le ruissellement et l'érosion, pour la biodiversité, on en a déjà parlé. Par contre, l'enherbement, ce n'est pas forcément partout ni tout le temps, parce qu'on a des vrais phénomènes de compétition entre l'herbe et la vigne. Donc, en gros, la période critique pour la vigne, c'est entre le stade 5-6 feuilles et le stade fermeture de la grappe, début veraison, où on est actuellement là. En fait, pendant cette période-là, si l'année est sèche et si le sol est peu profond, c'est bien de limiter le taux de couverture du sol de la parcelle, sinon on peut avoir de gros soucis. Alors, quelques illustrations en photo. Voici une parcelle qui souffre d'un stress hydroazoté. Donc, on voit un feuillage pâle, très peu dense, manque de vigueur. Et puis, bien sûr, ce qu'on voit sur le feuillage se répercute au niveau des grappes et au niveau de la vigueur des bois. Et là, une parcelle qui souffre de stress hydrique, c'est-à-dire que, comme une plante verte que vous oubliez d'arroser dans votre appartement, en fait, les feuilles se dessèchent et tombent. Donc, si on cumule plusieurs années de sécheresse où la vigne stresse, on peut avoir des effets cumulatifs assez graves et des chutes de vigueur et de rendement assez importantes. Et pour illustrer ça, donc voici un graphique qui retrace l'évolution des rendements agronomiques depuis les années 50. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'on a perdu 30% de rendement liés à plusieurs choses qui se combinent, c'est-à-dire les dépérissements des ceps de vigne liés à diverses maladies, les changements de pratique d'entretien des sols, parce que l'enherbement et le travail du sol impactent les ceps de vigne, et puis les sécheresses qui se répètent durant ces dernières campagnes. Donc, comment on peut s'adapter à la sécheresse? On peut jouer sur différents volets. Là, je vous en présente 3. Donc, tout d'abord, l'enherbement des parcelles. On peut jouer sur le taux de couverture du sol. On n'est pas forcément obligé, comme je vous l'ai dit, d'enherber toute l'année, tous les rangs sur toutes les parcelles. Au lieu d'enherber tous les rangs, ça peut être 1 an sur 2. Ça peut être un enherbement temporaire qui va être là un certain nombre de mois pendant l'année et pas pendant la période critique d'avril à juillet. Ça peut être le choix de l'espèce qu'on va semer. Enfin, voilà, on peut donc jouer sur tout ça. Au niveau mode de conduite, en fait, depuis cette année, il y a eu une évolution du cahier des charges qui permet de planter en vigne semi-large. Alors, en fait, en gros, on a à peu près 2 fois moins de cep à l'hectare, puisque on passe d'un écartement entre rangs d'1 mètre à un écartement entre rangs de 2 mètres, pour à peu près. Donc, cette possibilité dans le cahier des charges de l'AOC de pouvoir cultiver les parcelles en vigne semi-large fait suite à plus de 20 ans d'études sur un réseau de parcelles. Et c'est une réelle opportunité pour réduire l'empreinte écologique de la filière, puisque dans ces parcelles, on peut notamment enherber beaucoup plus facilement, puisque par hectare de vigne, on a à peu près 2 fois moins de cep, donc 2 fois moins de cep à alimenter en eau et en azote, donc ça laisse une place plus importante pour l'herbe. Et puis, dernier point sur lequel on peut jouer, c'est le matériel végétal. Tout d'abord, utiliser la diversité génétique déjà existante, notamment concernant les porte-greffes, puisque en Champagne, une grande majorité des parcelles est plantée avec le même porte-greffe, mais en fait, au niveau du catalogue français, il y a un peu plus d'une trentaine de porte-greffes qui sont utilisables. Donc, on peut essayer de choisir des porte-greffes qui soient à la fois adaptés au sol calcaire, mais aussi qui supportent mieux la sécheresse et pourquoi pas aussi qui permettraient de retarder la maturité pour éviter d'avancer sans cesse la date des vendanges. Et puis, au niveau matériel végétal, donc je vous ai parlé tout à l'heure des programmes RESDUR pour la création de variétés tolérantes aux maladies. Là, il y a un autre programme qui s'appelle CEPINNOV, toujours en partenariat avec l'INRAE, l'IAV et d'autres régions viticoles, où donc ça a déjà démarré, et l'objectif, c'est d'avoir d'ici 2030 des variétés qui soient à la fois résistantes aux maladies, mais aussi adaptées au changement climatique, donc mieux adaptées à la sécheresse notamment, tout en conservant bien sûr la typicité des vins de Champagne. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous raconter sur la partie vignoble, eau, concernant les aspects
qualitatif et quantitatif. Voilà, donc pour conclure sur la deuxième partie, le changement climatique est en cours et on a différentes possibilités d'adaptation sur lesquelles on travaille depuis de nombreuses années et le travail se poursuit. Je vous remercie pour votre attention. Alors, ça y est, nous avons fini d'écouter avec grand intérêt nos deux intervenantes, Anne-Louise Guillemin et Alexandra Bonomelli, que nous remercions tous pour leur brillante présentation. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et surtout que vous saurez comment, à votre échelle peut-être, faire attention un peu plus à cette ressource si indispensable à notre survie, l'eau. Maintenant, je vous avais dit, je ferai une conclusion sur nos futurs rendez-vous et notamment dans le cadre en fait de la protection de cette ressource, mais plus largement dans le cadre de la protection de notre environnement. Ça fait maintenant 10 ans que la mission a monté avec le Parc naturel régional de la montagne de Reims et avec le comité Champagne une opération qui s'appelle Village écotopropre. Celle-ci aura lieu samedi 7 octobre. C'est l'occasion pour tous les habitants, qu'ils appartiennent ou pas au monde du Champagne, de venir entretenir, embellir les lieux de vie, en fait, et nos lieux de vie, nos paysages. Et donc, de profiter de ce samedi pour aller nettoyer, ramasser ce qui pourrait justement nuire à notre environnement. Alors ça, c'est notre premier grand événement qui va arriver donc samedi 7 octobre, tout de suite, là, après cette conférence. Et puis, nous aurons au cours du mois de novembre un dîner caritatif qui nous est cher, que Pierre-Emmanuel a lancé dès notre inscription et qui, pour nous, est l'occasion aussi de rassembler un certain nombre de chefs d'entreprise ou de chefs de maisons de champagne ou de vignerons qui souhaiteraient soutenir un projet qui n'est pas forcément lié à la Champagne, même si cette année, il va être lié à la Champagne. Les dons à ce dîner seront reversés, là, cette année, à la basilique Saint-Rémy de Reims, sur la volonté de Franck Leroy, notre président de région Grand Est, qui a décidé de marquer d'une pierre blanche ce soutien à un autre bien inscrit au patrimoine mondial, qu'est cette basilique Saint-Rémy, qui appartient au bien qui regroupe la cathédrale de Reims, le palais du Thau et la basilique. Et donc là, les fonds iront droit sur la rénovation de la basilique Saint-Rémy, qui aujourd'hui nécessite véritablement qu'on se préoccupe d'elle et qu'on la rénove. Alors, merci à tous de peut-être nous rejoindre déjà le 7 octobre pour agir directement sur le terrain, mais aussi sans doute le 20 novembre pour venir soutenir ce bien qui nécessite une rénovation. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne après-midi.